Comment peut-on expliquer que, comme vous l'avez dit, certains des pays les plus importateurs sont aussi de gros exportateurs, ou inversement? Est-ce que c'est dû à une qualité de sable ou... Alors oui, rapidement, pour ce que j'ai étudié, alors moi j'ai beaucoup étudié la France, mais je connais un petit peu les pays européens. Donc il y a un tout petit peu de commerce international, mais ça c'était très important aussi. Alors désolé, hein, je rajoute plein d'arguments à mon exposé, donc voilà, mais j'en profite. Mais c'est aussi important, c'est que dans ces documentaires-là, on avait l'idée que voilà, pour faire Dubaï, on avait fait traverser l'océan, etc., avec des navires remplis de sable. Ça c'est vraiment hyper rare en fait, c'est pas ça la réalité du sable et du gravier, c'est surtout des petits déplacements. Et donc il y a un petit export-import, notamment Belgique-France par exemple, ou Allemagne-France, parce que la plaine de l'Alsace, on extrait massivement, parce que c'est une plaine alluviale où il y a énormément de sable et de gravier, et donc il y a des petites importations-exportations. Et donc en réalité, pourquoi des pays veulent exportent et importent à la fois, ça va être surtout que, par exemple, je sais pas moi, un pays dont les zones urbaines sont assez loin de gisements de sable va aller importer du pays d'à côté plutôt que de faire venir traverser le sable et gravier de son propre pays, quoi. Enfin, ça va être des petites choses comme ça. Donc c'est pas si extravagant. Mais, par exemple, la Belgique peut tout à fait exporter du sable vers le nord de la France, ça c'est un truc très connu, vers le Nord-Pas-de-Calais, il y a beaucoup là je ne suis pas certain de ce que je veux dire, mais on peut imaginer que, je sais pas, la région d'Anvers ou une autre région de Belge va au contraire importer énormément de sable des Pays-Bas ou d'une région voisine. Donc c'est simplement, voilà, mais c'est vraiment très... faut vraiment voir ça plutôt comme des questions de distance de transport, quoi, purement, et pas des questions nationales, stato-nationales, quoi, de pays et de frontières. Je sais pas si oui, non, c'est ça, lié au coût, effectivement, bon marché, du fait que donc c'est bon marché, donc voilà, c'est ça, hein, type de sable ou qualité du sable, transport, et puis effectivement, commerce transfrontalier. Ouais. J'ai une question un peu naïve, mais au niveau de la modification du paysage, c'est moi qui parle. Est-ce qu'ils ont tout... Enfin, en fait, comment ça s'est passé? Parce que tout s'est pas transformé en gravière ou en base navale à partir du moment où il y avait autant de points d'extraction. Et du coup, qu'est-ce que c'est devenu à part des gravières ou des bases navales? Alors c'est fabuleux, c'est le monde fabuleux du réaménagement, hein, qui est un monde vraiment il faudrait des gens qui étudient les bureaux d'études, hein, c'est quelque chose d'incroyable, hein, avec un business. Bon, alors donc c'est des catalogues, hein, et je rigole pas, hein, c'est un vrai catalogue. Je veux dire, vous allez, il y en a des milliers, hein, de dossiers de réaménagement, parce qu'il y a des milliers et des milliers de carrières. Je vous l'ai dit, il y a des dizaines de milliers de carrières même. Donc il y en a vraiment beaucoup, vous pouvez regarder, il y en a à foison. Donc vous pouvez prendre une entreprise, Lafarge par exemple, et Lafarge va faire un catalogue, un vrai catalogue, en disant voilà nos 300 dernières carrières réaménagées, on a du réaménagement agricole, alors voilà comment ça s'est fait avec tel partenaire, tel paysagiste, tel, je sais pas, avec le tampon de la Ligue de protection des oiseaux qui est venu, qui a dit ah, c'était super, on a eu 3 nouvelles espèces, etc. On peut aussi vous faire de la base nautique, bien entendu, ça c'est le classique, hein. Ça c'est les bases nautiques, c'est hyper intéressant. Toutes les bases nautiques de la région Île-de-France, ce sont des carrières. Il y a un journaliste qui m'a interrogé là-dessus, qui a fait un papier dans le... Ah, j'ai un bug, je crois que c'est Le Chiffon, vous connaissez, c'est un journal de la région Île-de-France. Et il a fait l'histoire d'une de ces bases nautiques après avoir lu mon bouquin. Il a fait vraiment toute l'histoire de la base nautique, quoi. Et ouais, c'est extraordinaire, quoi. Donc vraiment, il y a les plans d'eau partout. Alors pourquoi c'est les bases nautiques en réalité? Ça, vous le savez aussi, parce que... Ce sont donc ces carrières qui étaient en bord de rivière. En fait, elles sont très proches de la nappe phréatique, donc elles se remplissent d'eau très vite, quoi. Donc c'est immédiatement en fait un plan d'eau. Et donc après, alors ils disent, faut bien arrondir les angles parce que les trucs anguleux c'est moche. Il y a ce truc paysagiste vraiment extrêmement important. C'est intéressant du point de vue des affects, quoi. C'est l'affect visuel qui est de facto, hein, je veux dire, ça a marché. Les gens trouvaient ça beaucoup plus plaisant pour se balader. Donc il y a des catalogues, donc base nautique, réaménagement forestier, agricole. Mais tout, hein, je sais pas, on peut faire des trucs un peu loufoques, un centre d'entraînement pour les chiens, un endroit, un parc, bien sûr, il y a plein de parcs qui sont des anciennes carrières. Voilà. Et alors, je vous mets des petits bonus là-dedans. Dans le réaménagement aujourd'hui, enfin depuis quelques années, on va prendre les déblais. Les déblais des mêmes infrastructures, typiquement les déblais des tunneliers du Grand Paris. Et ça, c'est de la valorisation, c'est compté comme de la valorisation. Le monde du bâtiment et des travaux publics doit atteindre 70% de valorisation, c'est leur cible
de valorisation à atteindre, c'est atteint, parce qu'en fait là-dedans ils ont dit tout ce qu'on reboucher les trous là, qui est une obligation légale, comptera comme de la valorisation. Donc tous les déblais du Grand Paris vont servir à du réaménagement, et donc la boucle est bouclée, quoi. Ils creusent un trou, ils le rebouchent, c'est profit les deux fois, et ils déplacent d'État. Donc voilà, il y a des grands catalogues, mais ce qui est important aussi là-dedans, c'est toute la légitimation d'une pratique, en fait. Enfin, je le rappelle, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est vraiment de dire c'est pas si grave en fait d'avoir 4000 carrières en France, puisque tout va être aménagé et que ça va apporter de la richesse à vos territoires, ça va apporter finalement, allez, je caricature, mais vous aviez un endroit un peu naze, quoi, et maintenant après, vous auriez vraiment un bel endroit où promener, quoi, et qui est socialement valorisé par les gens. Je veux dire, en effet, les gens vont s'y promener, ils trouvent ça plutôt agréable, voilà. Et je crois que ça a plutôt bien marché cette histoire-là. Et ça va de pair avec des alliances avec beaucoup de scientifiques, c'est très impressionnant. Le CNRS, le Muséum d'histoire naturelle, plein d'écologues, de sciences de l'environnement, qui vont labelliser, qui vont dire oui, en effet, cet caractère est exceptionnel du point de vue de la biodiversité. Alors je ne connais pas les termes, il y a les zones de faune et de flore exceptionnelles. Alors je ne sais pas si quelqu'un connaît ça, les SNIEF, oui, exactement. Alors on va prendre l'acronyme, je ne sais plus ce qu'il veut dire, mais les SNIEF, voilà, ce sont les SNIEF. C'est marrant. Donc ils ont SNIEFisé les carrières. Et voilà, et apparemment, alors moi au début je me disais ouais là c'est un peu gros, c'est vraiment un greenwashing. Mais apparemment, parce que moi alors je me suis abonné au newsletter, on peut aller faire des promenades d'ornithologues dans plein de carrières, et apparemment, mais ce qu'il faut comprendre c'est que quand bien même, disons, ce serait a posteriori bien pour quelques petits oiseaux, bon, ça quand même, du point de vue général et de tendance longue, c'est quand même une catastrophe, évidemment. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'était ma réponse. Alors, on va peut-être en prendre plusieurs à la fois. On va voir. Donc là, il y a une question. Toi, tu as une question aussi ? Voilà. Donc on va prendre 2 questions. Moi, je voulais faire un petit point, en fait, juridique. Il n'y a pas d'obligation de réaménager les carrières pour un carrier. L'obligation, c'est de réhabiliter les sites, simplement. Après, il y a un réaménageur qui prend la main pour les objectifs que vous avez définis, et maintenant, beaucoup le photovoltaïque flottant, notamment en Occitanie. C'est la nouvelle mode, parce que ça rapporte aussi sur cette dernière période de vie d'une carrière. Maintenant, je voulais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, le dialogue que vous avez présenté, c'est-à-dire on oublie l'extractivisme pour se focaliser sur la création de nouveaux espaces, éventuellement ludiques, etc. C'est quelque chose que les élus locaux commencent à se dire c'est en fait c'est perdu, c'est des espaces perdus en termes d'aménagement, ça apporte pas forcément du bien aux communes impactées, quoi, hein. Et bon, ça c'est quelque chose d'assez récent, et dans le dernier schéma régional des carrières de l'Occitanie, pour essayer de passer outre cette levée de bouclier d'élus locaux dans des communes fortement impactées, l'État vient de décider tout bonnement d'inventer un nouveau concept, celui de granulat, gisement de granulat d'intérêt particulier. Et donc maintenant, le préfet va dire, là il y a un gisement de granulat d'intérêt particulier et j'implante une carrière sans même demander l'avis des élus locaux qui n'ont plus rien à dire, que ce soit au travers de leurs plans locaux d'urbanisme ou d'autres possibilités sur lesquelles ils avaient la main en termes d'aménagement du territoire. Et ça, c'est quand même très très mal vécu localement par à la fois les élus mais aussi les populations. Donc au fait, finalement, l'État fait ce qu'il veut en termes d'implantation de gravières à partir de 2024. C'est quelque chose d'assez récent en fait, hein. Ça c'est sorti en 2022 dans certains schémas et ça s'est diffusé à l'Occitanie en 2024.
Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, moi j'appartiens à une association qui s'appelle Aprova, qui est une association pour la préservation d'une nappe phréatique. En fait, comme vous l'avez bien montré et bien illustré, on fait des trous, on consomme les sols agricoles dans notre région ariégeoise. On détruit les meilleurs sols agricoles qui ont bénéficié de très lourds investissements d'ailleurs avec nos impôts pour les irriguer, pour les remembrer, etc. Et tous ces champs sont détruits pour faire des trous. Et le sol qui a mis des milliers d'années pour se constituer, il est exporté jusqu'à Bordeaux en gros. Effectivement, c'est pour construire des grandes infrastructures. Et nous, on a 1000 hectares de terres agricoles qui disparaissent pour construire la future ligne de LGV Toulouse-Bordeaux. C'est à peu près ce qu'il faut comme volume de matériaux. Et je voulais vous poser justement une question. Est-ce qu'il y a moyen de substituer au sable autre chose? Je fais une brève excursion en Italie, où en Italie, ils construisent des autoroutes avec du plastique. Au lieu de balancer dans les rivières puis à la mer, ils essayent de substituer au sable des déchets, en particulier de l'activité humaine. Et là, je pense au plastique, mais je crois qu'il y a d'autres possibilités. Ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis à ce point de vue. Merci. Alors peut-être qu'on ne va pas prendre une deuxième question parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses déjà dedans et on prendra l'autre question après, si vous voulez répondre. Alors merci beaucoup pour la question. Je vais faire au mieux. Parce qu'il y avait 14 questions. Je vais essayer de répondre du mieux possible. Oui, en effet, sur le... Enfin, j'étais pas au courant sur le photovoltaïque flottant. C'est assez intéressant. Il y a ça aussi dans les espaces agricoles, quoi. Les fermes qui deviennent des producteurs d'énergie. Là, enfin bref. Donc je n'étais pas au courant. Merci. Je dis un mot sur les schémas régionaux des carrières. Je le dis alors rapidement pour tout le monde. Donc ça, c'est une obligation maintenant. Enfin depuis quelques années. Il s'appelait auparavant les schémas départementaux des carrières. Et ça, c'est un dispositif aussi que j'ai étudié dans le livre parce que ça a été assez incroyable. En gros, ils ont commencé à dire, certes, on est en train de tout saccager, mais maintenant, on va concerter, on va écouter un peu les habitants, on va écouter quelques élus, on va prendre en charge on va réfléchir aux réhabilitations, aux remises en état, tout ce que vous voulez. Et en plus, on va regarder au sein de tout un département et planifier. C'est le mot qui vient de plus en plus dans leur bouche. Alors on se dit, ah wow, c'est incroyable. Et en fait, ce que je montre, c'est qu'en effet, il y a une prise en charge de plus en plus serrée comme ça de ces espaces de carrière avec de plus en plus d'acteurs, encore une fois, d'entreprises, de bureaux d'études et tout ce que vous voulez. Mais il y a un cadrage au débat. Enfin, je le souligne parce que, et Grégory fait cet effort aussi, de toujours relever le cadrage des discours auxquels on fait face. Et là, le cadrage, il est le suivant dans le schéma départemental, mais j'imagine qu'il s'est prolongé là, et ça me fait penser à l'intérêt particulier, là, ce que vous avez raconté sur le gisement d'intérêt particulier. Ils disent en réalité, on va pouvoir réaménager, on va demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, on va faire attention au bruit, oui d'accord, la poussière, d'accord, on va faire... En fait, il y a tout un tas de demandes sociales qui ne posent pas tant de problème que ça, je veux dire. Par contre, dans le schéma départemental des carrières, je crois que c'est l'article 8, si je me souviens bien, parce qu'il m'avait marqué, il y a un des articles qui dit « il faudra répondre aux besoins ». Mais en fait, c'est le cadrage par excellence, c'est-à-dire que vous dites « on peut faire tout ce que vous voulez, mais il faut répondre aux besoins ». Bon, ben, alors à ce moment-là, on continue à extraire. Je veux dire, tant qu'on ne touche pas à la question de ce besoin, tant qu'on le naturalise, tant qu'on ne réfléchit pas à quoi ça va servir, bah oui, on peut discuter autant que vous voulez avec tout un tas d'acteurs. Donc ça m'a fait penser à votre histoire d'intérêt particulier, et donc c'était et c'est un dispositif vraiment essentiel à ça. Et d'ailleurs, quand les carriers sont un peu inquiets, il y a quelqu'un du ministère qui vient en fait faire des réunions, quand il y a les premières législations en 76, 17, 78, qui va faire des réunions, il va aller de site en site, enfin moi je le voyais dans mes archives, c'est le même gars qui va leur dire « mais vous inquiétez pas, hein, parce qu'il faudra répondre aux besoins ». Donc on va continuer à ouvrir des carrières. Il le dit vraiment, enfin je le cite dans le bouquin, j'ai l'extrait quoi. Et voilà, c'était assez révélateur. Alors désolé, je vais pas répondre à tout. Sur la construction avec des déchets. Alors ça c'est du mainstream en fait, ça c'est ce qu'ils font depuis 70 ans. C'est-à-dire qu'ils ont mis
bon là je peux pas tout aborder, mais ils ont mis des quantités phénoménales de déchets dans les routes. Tous les déchets de la sidérurgie ont été dans les routes. Il y avait ce qu'on appelait des crassiers, c'est des terrils faits de déchets de la sidérurgie. Ah bah, tout ça, ça est passé sous les routes. Des crassiers entiers. Hein. Vous voyez le crassier de Longueville, là, celui de la lutte de 78-79, de la CFDT avec le grand SOS lumineux, etc. Sous les routes. Mais plein, enfin, ils ont vraiment. Donc ça, c'était vraiment jackpot. Ils ont mis, mais. Parce qu'en fait, il y avait d'un côté les grandes industries qui produisaient des quantités phénoménales de déchets, hein, donc c'était plusieurs dizaines de millions de tonnes par an, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces industries extractives, donc sidérurgie et charbon. Et donc pareil, hein, les terrils de charbon, ils ont mis des quantités énormes dans les eaux. Ce qui est important là-dedans, et c'est ce que alors c'est d'autres arguments du bouquin, mais c'est que ça ne change rien, ça n'a jamais fait baisser l'extraction. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont fait du mieux possible, ils ont vraiment réfléchi, fait des expérimentations, ils ont réfléchi à toutes les possibilités, comment utiliser au mieux chaque micro-type de déchet. Ça n'a jamais fait baisser l'extraction, ça n'a jamais fait baisser la production de ciment, ça n'a jamais fait baisser l'intensité de la construction d'infrastructures. La question de l'infrastructure, et là je le dis clairement, c'est la question de l'usage. C'est les trafics. En fait, c'est pas une question de est-ce qu'on pourrait construire avec du plastique ou je sais pas. Alors le plastique, je suis un peu confus parce que à mon avis, les roues qui vont frotter le plastique, ça va faire des particules pas terribles pour l'atmosphère. Hein. Donc bon, mais passons. La question, c'est baisser les trafics. Ce serait un autre cadrage du débat, par exemple. Plutôt que de dire est-ce qu'on pourrait pas faire une meilleure gouvernance, changer un peu la gestion durable de nos infrastructures avec. Non. La question c'est il y a trop de trafic de poids lourds. Comment faire baisser au mieux et au plus rapidement les trafics de poids lourds? Ce serait une autre question politiquement intéressante. Hein, je ne sais pas, je vous la soumets. Et après, alors du coup, on extrait moins. Oui, certes, on pourrait mettre un peu de déchets, tout ce que vous voulez. Mais partir de là, quoi. Pas partir de oui, on accepte le monde tel qu'il est et on fait au mieux pour environnementaliser un peu tout ça, quoi. Voilà. Alors oui, les substituts, la course est lancée. Alors là, s'il y a des apprentis businessmen ou businesswomen dans la salle et que vous avez du capital, je vous conseille de sérieusement envisager cette option parce que je pense qu'il y a des gros sous à se faire. Alors donc effectivement, dans la panoplie qui consiste donc à réutiliser, recycler et réduire, le problème c'est que dans la réduction, il n'y a pas l'idée d'une réduction réelle. Donc la substitution se loge là-dedans. Hein. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas un discours de sobriété ou de décroissance, encore moins. Et donc il faut trouver des substituts, alors soit en construisant vraiment avec autre chose, soit en essayant de trouver des matériaux qui soient du sable sans être du sable. En partant évidemment de ce drame qui est qu'on ne peut pas récupérer le sable à partir du bâti. Pas vraiment, on pourrait croire, hein, après tout en pulvérisant au maximum, mais en fait ça n'a plus la même propriété physique que voilà, et donc on ne peut pas faire ça. Alors la course est lancée et je pense qu'il va y avoir des entreprises assez importantes qui vont se faire connaître là-dessus par différents mélanges. Parce qu'en général, on va quand même mettre un peu de sable dedans, donc en fait, ça ne sera pas des substituts purs, ça sera des éléments composites. Ils n'auront sans doute pas des propriétés aussi satisfaisantes. Etc. Donc, c'est vers là qu'on va, c'est sûr. Moi, j'en avais peut-être. Ok. Je vais en poser une juste sur le cadrage, enfin les autres cadrages possibles de ces enjeux de granulats. Notamment en lien avec les collectifs en lutte contre des projets extractifs, que ce soit en France ou ailleurs. Parce que Grégory, tu faisais référence à un collectif qui est la Tête dans le Sable, avec qui on est en contact via la Techopole de Nantes, en disant eux-mêmes, finalement, dans cette lutte contre des projets extractifs sur leur territoire en Loire-Atlantique, ils font référence à ce rapport du PNUE de 2014, et du coup, ça biaise un peu leur approche. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça peut être contre-productif pour eux de s'appuyer sur ce cadrage-là et quels autres cadrages pourraient être envisagés? Et pareil, pour Nello, toi qui as beaucoup tourné cette année depuis l'apparition de ton bouquin, notamment invité par des collectifs en lutte sur différents territoires, est-ce que tu as vu d'autres façons? Parce que dans ton bouquin, tu dis, voilà, il faut sortir d'un cadrage purement de flux
quantitatif et resocialiser, respatialiser la problématique. Alors, soit dit en passant, c'est assez marrant parce que dans le bouquin, il n'y a que des chiffres, il n'y a aucune carte. Mais je pense que c'est les normes éditoriales de la fabrique qui veulent un peu ça. Mais voilà, qu'il faut resocialiser et respatialiser tout ça. Est-ce que, en discutant avec des collectifs, tu t'es aperçu de façon un petit peu différente de le faire? Parce que tout à l'heure, tu disais, ouais, les habitants d'un territoire, quand ils s'offusquent d'un projet extractif, ils ne mobilisent pas le vocabulaire de ressources. Mais si on prend le cas de l'Ariège, dont on a eu un représentant ici, il y a quand même cette idée que le projet extractif, il va attaquer la nappe en tant que ressource d'eau. Donc, est-ce que au-delà de cet attachement à des ressources qui seraient mises en péril par les projets extractifs, il y a d'autres façons de socialiser, de formuler, de verbaliser ces luttes ou cet attachement? Il y avait une question ici, je crois. En fait, les carrières et les gravières dépendent du code minier et pas du code d'environnement. Et donc, je pense que là est le problème, parce que quand on remblait les trous créés dans les gravières par des déchets du BTP, c'est évident que ça pose un problème de pollution des nappes phréatiques et de l'eau. Donc là, comment se fait-il que les pouvoirs publics ne puissent pas, que personne ne s'en offusque? Alors, juste une petite réaction par rapport à ça, c'est que les observatoires de flux des déchets, etc., expliquent que le remblaiement avec des déchets du BTP, c'est 90% des terres et cailloux. Déchets du BTP, on peut imaginer des déchets toxiques, etc. C'est beaucoup des terres et cailloux. Et souvent, quand on interroge les carriers, ils disent « Ah, s'il y a autre chose que des terres et cailloux, c'est parce que des gens sont venus faire des dépôts illégaux. » Et là, ils invoquent justement l'informalité, la clandestinité, pas dans ce cas-là des mafias, mais voilà, avec cette idée de « Nous, on est dans la légalité, on ne fait pas n'importe quoi. » Et s'il y a des déchets toxiques qui sont déversés, ça renvoie à des pratiques interlopes. Mais je vous rends la parole. Alors, excusez-moi si vous êtes frustré, j'essaie de ne pas oublier de questions. Alors, bon, je commence par la fin. Alors, sauf erreur de ma part, ça a changé, c'est plus donc dans les années en 93, ça ne dépend plus du code minier, mais des installations classées, les carrières. Sauf erreur de ma part, peut-être ça a rechangé, mais en tout cas, ça, j'en suis sûr qu'à ce moment-là, ça bascule. C'était du droit minier. Bon, alors sur la question des pollutions, en effet, donc ça c'est bon, je peux compléter aussi. Le remblaiement reçoit énormément de déchets du BTP. Les déchets du BTP, c'est les déchets les plus importants en France de loin, comme et surtout les travaux publics. Et en effet, c'est surtout des déblais, de terre, etc. Donc la plupart du temps, c'est inerte, très 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 majoritairement. Mais alors là, il y a quand même des débats. Notamment parce que, par exemple, les terres du Grand Paris, elles sont sous Paris. Paris a été industriel et elles sont relativement polluées. Et donc là, la Société du Grand Paris se veut exemplaire et tous les 10 camions, prend un petit échantillon, regarde est-ce qu'il y a des pollutions avec des métaux lourds et des choses comme ça. Parce qu'en effet, c'était problématique. Un autre matériau qui a été utilisé longtemps pour les remblaiements, c'était le mâche-fer d'incinération. Bon là je vais trop dans les détails, on s'en fiche. Mais bon bref, il y a des débats sur le type de déchets et justement sur ce caractère soi-disant inerte de tous ces déchets. Mais officiellement, tant que c'est inerte, on peut remblayer, on peut faire tout ce que vous voulez. Et en effet, donc c'est problématique bien entendu pour les nappes phréatiques et pas que. Sur les cadrages, ouais, ce que je trouve intéressant quand j'ai discuté avec des collectifs, et là vraiment c'était frappant, c'est que quand je parlais, alors je les ai vus la tête dans le sable, là, on a fait tout un week-end sur les carrières. Quand je parle aux collectifs qui luttent sur des carrières et que je leur demande où va votre sable et votre gravier, ils ne savent pas. Quand je parle aux collectifs qui luttent sur les routes, je dis mais ils viennent tous vos matériaux, parce qu'il y a un gros chantier là près de chez vous, et moi je vous le dis, ça vient de pas loin, c'est sûr. Ils ne savent pas. Et or, toute mon histoire à moi, c'est là que c'est un peu étonnant, c'est que toute mon histoire, c'est de dire l'histoire des grandes infrastructures, c'est une histoire des carrières. C'est ça que je veux dire, c'est le message, enfin il y a d'autres messages, mais c'est un des messages du bouquin. C'est de faire l'histoire des grandes infrastructures en disant, on a toujours fait l'histoire des grandes infrastructures en la coupant du reste du monde, en disant voilà, c'est l'autoroute, c'est Monsieur Giscard d'Estaing, je sais pas quoi. Et moi je dis non, c'est une histoire des carrières. Et en effet, il y a une jonction qui ne se fait pas, quoi, et que j'ai essayé un peu de faire, mais bon, avec mes petits moyens. Sur les cadrages possibles, justement, c'est
c'est là que c'est curieux, c'est que... Alors d'abord, je trouve que les collectifs que j'ai rencontrés étaient extrêmement experts de toutes leurs affaires. Hein. Enfin, j'apprenais vraiment beaucoup, c'est très impressionnant hein, sur les projets routiers ou sur les carrières. Mais en effet, on se sent toujours contraint, on est toujours sur la défensive, c'est-à-dire contraint de proposer, de faire le contre-projet alternatif, de dire oui, on pourrait proposer une alternative pour ce projet routier, etc., etc. Et notamment, il y a une des alternatives qui, à mon avis, est piégeuse, c'est de dire pourquoi on n'étendrait pas juste la 2 fois 2 voies à une 2 fois 3 voies plutôt que de rajouter une nouvelle route, etc., etc. Et ça, je leur dis, ça c'est l'ordinaire. C'est vraiment la dynamique même des grandes infrastructures, c'est qu'elles s'élargissent tout le temps, par exemple. Donc voilà, enfin, voilà, ils sont pris dans des propositions alternatives, mais parce que voilà, ils sont acculés évidemment. Donc, et que c'est difficile. Bon, c'est là que ça devient très compliqué parce que bon, je suis désolé, il y a un peu trop d'informations, je vous saoule peut-être. Mais en gros, les grandes infrastructures, c'est fait pour les camions et pour les véhicules les plus volumineux quand c'est des ports, l'avion le plus lourd quand c'est un aéroport et tout ce que vous voulez. C'est dimensionné toujours pour le plus gros véhicule. Donc c'est dimensionné pour le trafic de marchandises uniquement. Et donc là, il faudrait leur dire lutter contre le trafic de marchandises. Mais alors là, c'est une structure générale, quoi. Et donc là, c'est embêtant. Donc moi, je peux pas leur dire allez lutter contre la structure. Donc bon, voilà. Donc c'est difficile sur la question des cadrages. Ils sont souvent voilà, dans la contre-proposition, etc., etc. Et dans le livre, je l'analyse aussi, c'est-à-dire qu'il y a, mais ça c'est assez classique, c'est la division entre les contestataires et les oppositions co-gestionnaires. C'est-à-dire qu'ils disent oui, on va co-gérer les dégâts, quoi, et essayer de faire au mieux en participant de façon plus ou moins active, à verdir un peu l'histoire, quoi. Donc c'est relativement difficile. Après je passe la parole. Et sur la question, alors j'ai noté nappe phréatique, besoin, ressources. Je crois que c'était pour les ressources, c'est ça? Oui, c'était. Excuse-moi. Tu me dis, est-ce que le cadrage ressources ne. On pourrait dire. Mais je suis pas sûr qu'ils disent ressources. Est-ce qu'ils disent pas besoin vital? Tu vois? Ça change tout, hein, selon moi. Hein. Ah non, c'est un besoin vital, c'est pas pareil que dire c'est une ressource. Après, s'ils disent ressources, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, mais je me demande, hein, je sais pas. Bon, voilà, bon, je me tais. Il y a d'autres, peut-être d'autres questions. Je fais juste un truc sur le associatif. Bon, et tu l'as compris évidemment, hein, loin de moi l'idée de blâmer les associations. Hein. Au contraire, c'est une espèce de vision réflexive pour les gens les plus proches, pour se dire attention à ce qu'on ne se laisse pas prendre dans un discours ou dans une manière de poser le problème qui est assez redoutable parce qu'elle est vraie, elle est utile, il ne s'agit pas de s'en débarrasser. Moi-même, c'est grâce à elle que j'ai découvert tout ça, parce que j'en ignorais tout avant. Mais simplement, elle est assez redoutable parce qu'elle est efficace. Par exemple, l'infographie de l'ADEME, je l'ai revue avant de venir ici, c'est super, il y a un petit quiz et tout, c'est hyper bien fait, c'est très accrocheur. Simplement, on ne se rend pas compte que c'est plein de partis pris et de points aveugles. Et si on n'en est pas conscient, en fait, on n'a qu'une partie du problème. Et donc, une fois qu'on l'a, en fait, quand on est assez structuré, par exemple, par l'idée de la décroissance, on voit que ça manque, quoi. On voit que ça manque. Mais si on ne l'est pas, on ne s'aperçoit pas que ça manque. Et donc on le repère. Pareil pour la justice sociale, ou pareil pour la façon dont les choses sont partagées sur le droit, la légalité et l'illégalité. Parce que quand vous lisez des choses sur les mafias du sable, en plus c'est objectivement effrayant. Enfin, les mafias du sable en Inde, ça fait froid dans le dos, objectivement. Et en plus, il y a des vrais travaux de journalistes d'investigation qui, au péril de leur vie, c'est pas exagéré de le dire, ont levé le voile sur ces choses-là, etc. C'est juste de dire, tout ça est vrai, mais attention, en passant à côté de l'extractivisme ordinaire, on vous montre, on stigmatise quelque chose qui en pratique peut être concrètement un gars avec une pelle en bout de chaîne d'une organisation mafieuse qui est en fait quelque chose de très hétérogène, très nébuleux et pas du tout uniquement constitué de boss mafieux. Il y a très peu de patrons et il y a beaucoup de soutiers.
et qui font ça pour des enjeux de pure subsistance. Et attention, en vous montrant ça, on ne vous montre pas ou on ne vous suggère pas que on vous parle ou on rend illégal, où il y a des pratiques illégales qui consistent littéralement à prendre du sale avec une pelle et un seau, et que si vous mettez une excavatrice à côté qui massacre tout, ça c'est parfaitement légal. Voilà. Et tout ça n'est pas posé, c'est pas l'infographie de l'ADEME ou le document du PNU qui vous le dira. Donc voilà, c'est juste de se dire, attention, c'est une bonne porte d'entrée, c'est important, tant mieux qu'il y ait un observatoire du sable, etc. Simplement, il faut compléter l'image. Voilà. Je voudrais faire un commentaire sur la dernière intervention que je trouve particulièrement injuste vis-à-vis des militants et qui me met même très en colère, pour tout dire, parce qu'en fait, ces liens sont faits tout le temps par les groupes militants. Je pense par exemple à la déroute des routes, je pense aux liens qui sont faits entre la LGV, la lutte contre les carrières en Ariège, la 69, l'aménagement de là-bas, la côte, et le tunnel pour aller en Italie, les puces à Crolles vers Grenoble, enfin bon bref, la liste est longue. Et tous ces collectifs sont en lien les uns avec les autres. Tous ces collectifs ont un engagement militant en faveur de la décroissance et de la fin de l'extractivisme. Et les militants, c'est quand même, en dehors de leur expertise qui est grande, c'est quand même ce qu'ils demandent. Et ils savent, enfin, tout ce qui a été dit ce soir, évidemment, il y a des travaux de recherche qui approfondissent, et c'est heureux, l'ensemble des dispositifs, du discours médiatique, de l'historiographie, etc. Et tant mieux, mais les militants qui sont dans ces collectifs, à part quelques personnes naïves qui pensent que le capitalocène n'est pas vraiment le problème, mais globalement, ces militants savent ça, ils font des liens, ils en sont capables. Et un petit détail sur les déchets inertes, c'est que les relevés, en tout cas pour ce qui concerne les carrières de l'Ariège, les relevés sont faits par les carriers eux-mêmes de la dégradation de la qualité de l'eau. Et donc, évidemment, les carriers font les relevés qui les arrangent à la saison où ça les arrange et aux endroits où ça les arrange. Mais les militants locaux, des associations, on va dire, qui composent le collectif Stop Gravière, pour faire très rapide, les militants locaux essayent de faire à leur tour des relevés. Malheureusement, ça coûte trop cher, ils ont peu de moyens. Mais en tout cas, ils font des relevés qui montrent que la pollution de l'eau est effective parce que la nappe phréatique, voilà, que les déchets ne sont pas inertes. Donc je pense qu'il faut, enfin, je ne sais pas, tu as rencontré beaucoup de groupes militants, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont raconté ou de quoi vous avez parlé, parce que moi, j'entends pas du tout. Je ne suis pas même moi-même extrêmement impliquée, mais je fréquente quand il y a une réunion en région parisienne de l'ensemble des collectifs, il n'y a pas moins de 3 jours. Enfin, quand même. Enfin, puis, voilà, il n'y a pas plus de monde dans la salle qui sont au courant. En fait, j'y étais, donc... donc c'est un peu compliqué. Ça fait 1 an que je travaille avec la déroute des routes. J'ai moi-même interrogé, j'ai fait les entretiens avec les militants. Donc, en fait, il y a juste un quiproquo. C'est que tous, évidemment, disent le capitalisme nous tue la planète, etc. Ça, c'est une évidence. Je disais juste, c'était sur les liens entre, quand j'interrogeais, donc j'ai interrogé, hein, j'ai interrogé des dizaines de collectifs. Hein. Et quand je leur demandais votre projet routier à Montpellier, à Arles, enfin je pourrais tous les citer, je viens de passer 1 an avec la déroute des routes. D'où vient, quelles sont les carrières associées à votre projet? Personne ne savait. Ok, mais je dis juste que moi, ceux que j'ai vus, enfin je peux pas, voilà, c'est juste ça, c'était une surprise. Je donne juste mon témoignage, c'est tout. Donc... Mais je sais. Alors là, vraiment, c'est le contraire. Mais j'ai pris personne. Au contraire, je pense qu'il y a une énorme expérience.
On m'a même demandé de faire un atelier pour essayer de trouver d'où viennent les matériaux quand les gens font face à un chantier, pour essayer de répertorier les carrières associées en disant il y a un manque d'informations, c'est difficile de retrouver, d'identifier ces flux, etc. Ça, moi, je fais juste part de mon expérience, mais je ne pense pas du tout que... Je vois bien qu'il y a une difficulté d'accès à l'information, quoi. Oui, voilà, moi je voulais prendre la parole parce que je fais aussi partie de l'association Aprova. Il n'y a pas 1 an ou 2 ans ou 3 ans que l'on travaille sur les gravières, il y a 15 ans qu'on travaille sur les gravières de l'Ariège. Donc je pense qu'on a quand même une expertise et une vision de ce qui se passe en Ariège sur les gravières qui est extrêmement importante et juste. Et qui, contrairement à ce que vous dites, monsieur, ne peut pas être remise en question. Alors, 2 choses. Premièrement, l'histoire des remblaiements. Effectivement, on ne remblait pas uniquement avec des cailloux et des terres. C'est faux. Il remblait également avec tout ce qui est produit de destruction des immeubles et de tout ça. Et ces immeubles, puisqu'en fait, dans les arrêtés d'autorisation, il est indiqué béton, bitume, etc. Tout est détaillé. Donc, il n'y a pas que et il n'y avait pas dans les arrêtés d'origine de 2009 à 2012, le mot terre et cailloux n'existe pas. Donc c'est bien, et ce sont bien des éléments qui ne sont pas inertes dans l'eau. Donc je pense que vous pourrez revoir votre notion de l'inerte, ce serait une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas parlé ici du problème des agriculteurs. Or, on voit bien qu'aujourd'hui les agriculteurs manifestent beaucoup, demandent beaucoup. Or, ce sont quand même les agriculteurs massivement, notamment en Ariège, qui vendent leurs terres aux carriers à des prix extrêmement intéressants pour eux, puisqu'ils arrivent à vendre leurs terres 4 à 5 fois plus cher que ceux qui les vendraient à des agriculteurs. Et c'est à cause d'eux, finalement, que nous, en Ariège notamment, nous avons des gravières. Et ça, je pense que c'est un sujet que vous pourriez être amené à explorer et à approfondir. Comment peut-on autoriser des gens à vendre leurs terres, à sacrifier leurs terres, à commettre des crimes, parce que c'est un crime en Ariège ce qui est en train de se passer. Comment peut-on autoriser des gens à vendre les terres aussi chères? Peut-être votre travail pourrait-il influencer les pouvoirs publics pour réglementer un petit peu cette chose-là. Ensuite, j'aimerais quand même vous dire que les associations de l'environnement, non contentes de bien connaître les gravières, contrairement à ce que vous semblez croire, ont aussi des propositions à faire, notamment arrêter de creuser dans la nappe phréatique, puisque nous, notre association, elle est surtout là pour défendre les terres agricoles et protéger la nappe phréatique. Et aller creuser dans la roche dure. Nous, en Occitanie, par exemple, il ne reste plus que la Haute-Garonne et l'Ariège, où on a des gravières, où on creuse dans l'eau. Dans la région de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, ils creusent dans la terre, enfin dans la roche dure. Et donc, ils ne touchent pas l'eau, ils ne touchent pas les terres agricoles. Sauf que les carriers, bien sûr, aidés par l'État, préfèrent venir creuser au bord des autoroutes, dans des zones où finalement l'extraction est extrêmement peu chère, plutôt que s'orienter vers une extraction qui serait beaucoup plus onéreuse. Ça, je ne sais pas si vous l'avez un petit peu approfondi, mais je suis sortie un petit moment pour une autre raison, mais je ne l'ai pas entendu. Voilà. Je voulais quand même faire une petite mise au point parce que je pense que c'est important pour les gens ici présents qui sachent exactement quel est le rôle des militants, parce qu'on n'est pas là pour militer et pour juste, je veux dire, s'amuser parce qu'on n'a rien d'autre à faire, parce qu'on a tous beaucoup d'activités, n'est-ce pas ? Et voilà. Moi, je voudrais juste rajouter un petit point, monsieur. Simplement pour vous dire, moi j'ai participé au COPIL, au comité de pilotage du schéma régional des carrières de l'Occitanie. Et comme vous avez dit, il faut que les carrières répondent aux besoins. Donc évidemment, la question immédiate, c'est comment vous avez, vous, l'État, évalué le besoin. Mais c'est miséreux la réponse qu'on a obtenue. Il y a tout un champ de travail à réaliser pour vraiment définir ce qu'est un besoin aujourd'hui et le réactualiser, et qu'il soit réactualisé rapidement en fonction de l'évolution des circonstances économiques. L'élection de Trump ou autre peut modifier le besoin
des collectivités de l'Occitanie. Voilà. Et là, franchement, il y a un gros travail à faire, sérieux, un travail scientifique, parce que ce qui a été fait, c'est vraiment catastrophique. C'est nul. Alors oui, je repars du dernier point. Oui, moi je pense que c'est un très bon point de départ, quoi. En fait, ce serait de dire bon voilà, réfléchissons en effet à quel besoin ça répond. Alors moi je peux vous dire, donc c'était le premier graphique, ça va à 80% en grandes infrastructures. Ah bon, et à quoi ça sert ces grandes infrastructures? Ah, à transporter du camion. Ah, et pourquoi on transporte du camion? Essentiellement pour transporter des denrées agricoles, des fraises qui vont d'Espagne en Allemagne et vers les Pays-Bas, etc., etc. Et on pourrait dérouler le fil comme ça et se dire ah mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? En effet. Et là je pense que ce serait une façon de politiser face au pouvoir public et leur dire non, nous on pourrait proposer complètement autre chose et typiquement aborder plutôt que d'aborder la chose de façon sectorielle, de dire on pourrait envisager, je sais pas, une autre type d'agriculture très locale, etc., etc. On pourrait faire, et du coup faire circuler moins de camions, et du coup, etc., et moins extraire. Parce que ce qui est terrifiant là-dedans, dans les besoins, c'est que le sable et le gravier aujourd'hui va beaucoup moins aux nouvelles constructions qu'à la maintenance et à l'entretien de l'existant. Or, vous voyez, typiquement, on peut prendre les autoroutes. Dans les années 70, il est construit 300, 400, 500 km par an d'autoroutes. Donc c'est vraiment c'est ça qui fait l'extraction, quoi. Là, sur les 10 dernières années, la construction d'autoroutes, je vais dire à la louche, ça doit être moins de 200 km sur les 10 dernières années, depuis 2000, même un peu plus, depuis 2009, environ. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est deux choses. Je vous l'ai dit, donc c'est plutôt qu'elles sont étendues, on rajoute une voie et des choses comme ça. Donc, et c'est l'entretien, quoi. C'est-à-dire, et l'entretien, pourquoi? Parce que, notamment, les camions éclatent les routes et qu'il faut les entretenir sans cesse. Donc, en effet, je pense que la question des besoins, elle est très intéressante. Ou alors celui de l'usage de la route, c'est aussi une question intéressante. Parce qu'en fait, c'est une appropriation d'un certain espace, en fait, tout comme d'ailleurs les carrières ou tous les autres espaces que j'ai mentionnés. C'est des questions d'appropriation, et les questions d'appropriation, c'est des questions politiques. Et donc là, à mon avis, et donc de dire, voilà, oui, on pourra avoir un autre usage de la route et du coup diminuer leur emprise, avoir des routes pour des véhicules plus légers et d'autres choses. Et en tout cas, remettre en question ce besoin qui est toujours naturalisé. Et ça, vraiment, c'est les ponts et chaussées, typiquement, ils disent, nous, on répond aux besoins, voilà, on nous demande autant, on fait on inspecte, on cartographie les gisements, etc. Ça. Donc je pense qu'en effet, c'est un bon point de cadrage de nouveau, comment recadrer ces questions-là. Bon, il y a énormément de quiproquos sur les carrières. Je redis qu'en effet, il y a des énormes questionnements sur les déchets inertes, c'est ce que j'ai cru dire tout à l'heure, que ça ne va pas de soi du tout, que l'État dise que ces déchets c'est inerte et que ce soit absolument banal de remblayer des carrières avec tous ces déchets-là, que du coup, il y a la Société du Grand Paris notamment qui dit ah oui, nous on va faire attention, etc., mais que donc c'est des grandes contestations. Il y a ça sur, il y a une liste énorme de déchets qui servent au remblaiement et pour lesquels il y a des tensions. Donc, je le redis là pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Voilà. Et puis bon, le reste, je redis aussi que je trouve qu'il y a une énorme expertise en effet dans plein de collectifs. C'est vraiment très impressionnant. Voilà. Donc j'espère avoir dissipé les quiproquos sur la question des agriculteurs qui revendent leurs terres. J'ai pas énormément d'éléments. C'est un intérêt économique immédiat, etc. Et qu'il n'y ait pas de régulation là-dessus. De nouveau, ce serait une question intéressante à poser. J'ai pas vu d'énormes tensions dans mes archives, hein, évidemment, dans les revues et tout ça, de questionnement là-dessus. À 2-3 endroits, là j'ai des petits flashs de souvenirs, en effet, à quelques moments j'ai trouvé ça, de terres agricoles particulièrement utiles, qui sont consommées soit par des carrières, soit par de l'urbanisation d'ailleurs, et pour lesquelles des élus vont dire non, là, il faudrait pas toucher à ces terres-là, qui sont extrêmement utiles pour notre alimentation. Mais j'ai pas beaucoup d'éléments de plus.
Voilà, je ne sais pas si j'oublie des questions. Mais j'espère avoir dissipé les quiproquos, parce que vraiment, je crois que c'était des gros quiproquos. Bon, voilà. Je te passe la parole. Ouais. Merci. Moi aussi, pour essayer de dissiper éventuellement un possible malentendu, il ne s'agissait pas du tout de contester l'expertise militante. Bien au contraire, l'argument, c'était bien de dire que même chez les gens qui sont le plus connaisseurs ou connaisseuses de la matière, disons pour faire simple, les scientifiques qui s'occupent de ça d'un côté et les militants qui ont le nez là-dedans de l'autre, même elles et eux ne sont pas à l'abri ou ne sont pas à l'abri de l'influence d'un discours qui est aussi massif et qui a l'air de venir d'une pluralité de sources, mais en fait ces sources elles ne sont pas si plurielles que ça parce qu'elles se renvoient les uns les autres. Donc c'était juste pour soulever un point de vigilance, parce que même quand on connaît ça très bien et qu'on est, disons, politiquement structuré, quand on est exposé de manière répétée à un discours dont je ne vais pas dire qu'il est uniforme, mais bon, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 50 versions, bah, ça finit par rentrer, hein, tout simplement. Donc c'était simplement pour qu'on ait en tête, je me permets de dire on, puisque ça marche pour moi aussi, évidemment, que ce discours c'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on peut dire sur la question, encore une fois, qu'il a éventuellement des points aveugles, etc., et qu'il est, disons, encore largement dominant, peut-être pas complètement hégémonique, mais pas loin. Et que, dans les rapports de force, disons, entre discours, les discours minoritaires sont pour l'instant très minoritaires et très dominés, et qu'il faudrait donc essayer, comme on peut, de renverser un peu la vapeur. Voilà. Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi j'avais une question, puisque vous avez expliqué que, sur la période que vous avez étudiée et la grande accélération de l'extraction des granulats, ça avait l'air d'être quelque chose d'assez linéaire, et je voulais savoir si au niveau des oppositions, s'il y avait eu des endroits ou des moments où le rapport de force a pu être inversé, et si dans ces moments-là, il y a aussi la question des besoins qui étaient posés, ou si c'était davantage quelque chose de micro-local. Voilà. Merci. Merci. C'est peut-être un peu relié à ce qui vient d'être dit, donc peut-être que voilà, la réponse sera un peu commune. Je me posais la question par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir là. Comment est-ce que dans ces effets de cadrage, il y a peut-être un peu la question aussi de comment relier ou comment faire le transfert entre des luttes et des arguments et des motivations qui sont plus locales pour certains combats et d'autres qui sont beaucoup plus globales. Et alors, ça a été dit un peu là, c'est ce qui commence peut-être, je ne sais pas comment ça, peut-être c'est moi qui connais mal, hein, mais avec les choses comme la déroute des routes ou les soulèvements de la terre, effectivement, il y a la volonté de dire, bah voilà, ces choses locales sont en fait une des illustrations d'un commerce international agricole, par exemple, voilà, qui fait venir, donc voilà, on fait des méga bassines pour exporter du maïs, mais d'un autre côté, on importe plein de denrées, et après on les fait rouler sur des routes, on construit des routes, etc. Mais effectivement, ça ne va pas être quand même la même motivation et les mêmes enjeux militants et peut-être les mêmes tactiques ou stratégies si on lutte contre le commerce international et des traités internationaux qui feront baisser le trafic de camions et qui dans 10 ans feront baisser l'activité des carrières ou dans X années par rapport à on combat maintenant tout de suite une carrière ici. Et voilà, donc je me demandais un peu cette tension ou cette coordination de lutte et de motivation très différentes. Je ne sais pas si vous aviez un commentaire ou si vous aviez des exemples. Ou, voilà. Et peut-être... Je réponds. Alors en effet, la linéarité de la grande accélération. Alors ça c'est très emmerdant quand on est historien, parce que un truc tout lisse comme ça, on se dit oulala la vache, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de grosses baisses, descentes. Enfin, pendant 30 ans, ça monte tout droit, et pourtant ce sont des données que j'ai récoltées moi-même et que j'ai revues, relues, etc. Et donc c'est pas de la modélisation, c'est vraiment l'aspect qu'a cette courbe. Est-ce que, donc derrière, justement, ce qui est important une fois qu'on l'observe et qu'on la constate, c'est d'essayer de se dire, bon, ça, c'est pas allé de soi, quoi. Ça a été multiplié par 7 en 20 ans, l'extraction de sable et gravier, essentiellement en rivière. Enfin, je découvre ça au fur et à mesure de mon enquête. Et donc je me dis, bon, il y a dû y avoir quelque chose. Et à ce moment-là, on commence à essayer de trouver des archives d'associations environnementalistes, d'essayer de trouver l'expression. Alors, mais en fait, au sein même des ingénieurs, en fait, c'est-à-dire que les ingénieurs, c'est même les pouvoirs publics et ceux qui
développent toutes ces grandes infrastructures et qui ont besoin de ce sable et ce gravier, vont commencer petit à petit à dire oui, là, il y a eu une contestation, ça a été difficile de trouver le gisement parce qu'une association nous a embêtés, etc., etc. Et donc c'est en fait en creux que ça apparaît, qu'on voit les voix minoritaires apparaître au fur et à mesure. Les premières grandes mobilisations, c'est dans les années 60 autour de Paris, où vraiment c'est là que c'est le plus massif à ce moment-là. Et je dois dire que là, voilà, l'expression première, c'était de dire il faut que ça cesse, c'est pas gérable, mais il n'y a pas de... J'ai pas vu dans ces premières expressions, je cite même une des premières, c'était une femme dans cette vallée-là qui crée une association de la vallée pour la défense de la vallée contre cet extractivisme. Et justement, elle dit pourquoi on n'irait pas prendre le sable plutôt en mer plutôt que d'abîmer notre vallée. Et c'est typiquement ce que je dis, c'est de déplacer le problème et de ne pas réfléchir à la question du besoin ou à quoi ça sert et pourquoi, etc. Donc voilà, mais en effet, il y avait une conflictualité qui grandit. Mais alors, ce qui est particulier, si vous voulez, avec les carrières, c'est que c'est de basse intensité, en fait. Il y a plein de petits conflits. Il y en a des milliers. Il y a une recension. Alors, entre 74 et 94, il y en a 1000 au moins. 1000 conflits en 20 ans. Et au moins. Et si on prend donc de la plus longue durée, il y a des milliers et des milliers de petits conflits. Mais c'est des petits conflits. C'est-à-dire que j'essayais de trouver un moment fondateur où il y a 50 000 personnes qui vont manifester contre l'extractivisme. Non, ça, il n'y a pas du tout. Il n'y a jamais eu. Il y a eu quelques moments un peu plus forts autour de Grenoble. Un moment, je crois qu'il y a eu... je crois que c'est la mobilisation la plus importante avec presque 10 000 personnes et voilà, des pétitions et quelque chose d'un peu plus important. Mais voilà, c'était tout l'enjeu en fait. En effet, c'était d'essayer de restituer toute cette conflictualité, de voir comment elle a été prise en charge, comment les effets de cadrage qui s'y inscrivent et toute cette question du droit en fait, qui en effet, on pourrait se dire on rajoute des régulations environnementales. Et c'est une bonne chose. Enfin, il y a toute une théorie en sciences politiques qui dit il y a un état environnemental qui advient parce qu'il y a un ministère de l'environnement. En fait, c'est une institutionnalisation de l'environnement, mais qui est un cadrage de l'environnement qui dit ça c'est l'environnement et on va le gérer comme ça. Et l'environnement, c'est les ressources justement en général. L'environnement, c'est la pollution, alors le bruit, la poussière, mais c'est relativement abstrait, on va dire. Enfin, c'est très concret pour ceux qui localement la ressentent, mais on peut dire que dans le cadrage général, dans les écrits, c'est réduit à un ensemble de flux, justement, un ensemble de flux abstraits et déspatialisés, paradoxalement hors sol, quoi. Et donc, pour continuer ce point, on voit une inflation de la législation, et on pourrait dire voilà, ils ont pris ça au sérieux, en effet, ils ont compris que c'était extrêmement violent cet extractivisme, et en réalité, ce que j'essaye de soutenir, c'est que ça l'a permis en fait. C'est une législation qui a tout simplement métamorphosé, transformé, un peu contraint l'extractivisme, mais qui l'a finalement légitimé et permis. Voilà, il faudrait que je relise un peu toutes les archives précisément pour voir quand est-ce que la question du besoin, pour être précis, vient, mais sincèrement, je la vois rarement apparaître. Il y a deux ou trois conflits où je me rappelle où il y a une association qui fait le lien explicite entre une ligne à grande vitesse. Non, pardon, c'est une autoroute. C'est le CEPANZO, peut-être que certains connaissent, c'est une association très connue dans le sud-ouest, qui va dire nous, on veut ni la carrière ni l'autoroute. Voilà. Mais franchement, c'est très rare de toutes les voix minoritaires que j'ai pu trouver. Parce que voilà, c'était des petits collectifs qui vont dire à nous, ces milliers de petits conflits, c'est vraiment de basse intensité. Nous ne voulons pas de ça saccage le paysage, ça détruit notre territoire, etc. Voilà. Et alors, je vais dire un mot sur la coordination locale globale. Je pense que bon là je sais pas, là je veux dire des choses, voilà, c'est un peu stratégique, hein, mais parce que c'est un peu une coordination. Je pense que malgré tout déjà ces conflits visibilisent ces carrières, et ça je trouve ça extrêmement important. Enfin je veux dire de dire quand bien même c'est juste de dire non on veut pas de ça, voilà, c'est déjà politiquement intéressant, je trouve. Enfin, de dire ça c'est non, voilà. Et après donc et puis je veux dire si ça se multiplie, comment dire.
c'est quand même si ça fait remonter, ça remonte chez les élus, dans les administrations, etc. Je veux dire, c'est quand même une façon de mettre ça en débat, quoi. Donc ça, je trouve ça extrêmement quand même positif. Parce qu'encore une fois, voilà, après l'autre point, ce serait de dire qui est à mon avis plus fort mais plus complexe, c'est en effet re-questionner le libre-échange tout court. Et alors le libre-échange, là on a les deux extractivismes. Là on a l'extractivisme extraordinaire qui détruit les mégamines en Amérique latine, etc. hein. En fait l'extractivisme ordinaire, il donne les grandes infrastructures pour l'extractivisme extraordinaire d'Amérique latine, d'Afrique et d'ailleurs. Hein. Je veux dire, il y a un lien dialectique évident, quoi. Donc c'est pour ça que moi le libre-échange, j'y tiens, quoi. Je trouve que remettre en question quand même ce commerce international qui dans la littérature, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais qui est caractérisé par l'échange écologique inégal, le fait que les centres du capitalisme mondial en fait absorbent la matière du reste du monde et l'énergie du reste du monde et en fait saccagent le reste du monde, d'accord, parce que c'est permis par ces grandes infrastructures. C'est le port de Fos-sur-Mer qui devient immense, le Havre, Dunkerque, etc. Tout ça est en symbiose, hein, vraiment. Et donc ces grandes infrastructures, déjà en fait d'avoir rappelé que ça sert surtout au commerce international et pas aux petites mobilités, etc. Déjà je pense que c'est un point intéressant même dans le débat public de dire ah bon, ben en fait si on extrait autant pour réparer les routes, pour les camions, pour faire transport. Déjà même, y compris sur les questions voitures, etc., on peut déjà descendre d'un cran et déjà questionner ça, quoi. Donc moi j'y tiens, quoi. J'y tiens quand même si c'est complexe évidemment, parce que le libre-échange il est au cœur de la Constitution européenne par exemple. Et donc voilà, donc, je dis pas que c'est facile, mais il faut aussi il faut le mettre dans le débat, quoi. Le rappeler. Je sais pas, il a été devenu un peu absent récemment, je crois. Or moi je le perçois vraiment comme un des nœuds de tout un tas de crises environnementales sévères, quoi, y compris de cette question de l'extractivisme. Ouais, sous un autre angle sur le local global, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ce lien, il pourrait être fait dans les comptes rendus médiatiques, par exemple des conflits locaux, en présentant dans le détail un conflit local et puis en montrant qu'il s'inscrit dans une tendance ou dans une perspective plus générale. Et on pourrait dire aussi que ces conflits locaux sont un foyer et ont été un foyer de la mise en débat, c'est beaucoup dire, mais de la publicisation, disons, de la question du sable dans l'espace public. Mais c'est resté très modeste, sans commune mesure avec les effets d'emballement, même toute proportion gardée sur les mafias, etc. On peut trouver quelques articles sur des conflits, notamment à Lannion et à Saint-Colomban. Je pense que c'est les deux principaux, mais ça a été à la fois ponctuel, dans des médias à la périphérie du champ médiatique, disons dominés dans le champ médiatique, et puis sans effet de répétition, où pendant une semaine, vous entendez un peu comme la mort de n'importe quel acteur ou actrice de troisième zone, où pendant une semaine, on vous dit il est mort et sa filmographie, il faut s'imaginer ça, mais pour un conflit lié au sable. Là, ça rentre dans la tête, mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc, il me semble que c'est important parce que c'est un foyer potentiel de visibilisation du problème qui est largement sous-exposé. Et avec lui est sous-exposé quelque chose qui est massif, mais qui se déroule en sous-main, qui est la réforme du code minier et de la réglementation minière, qui est quelque chose de tout à fait massif, que notre cher chef de l'État a entrepris de faire en catimini, sous prétexte que ça datait du Code Napoléon, tout ça, c'était très loin, et qu'il fallait réformer tout ça en ouvrant des permis dans des conditions parfois obscures. Et alors même qu'on est dans des conditions où certaines entreprises très connues, qu'on a citées jusqu'ici, sont quand même légèrement sous les feux des projecteurs. Donc voilà, c'est pas du tout le problème des conflits locaux eux-mêmes là, mais c'est vraiment la manière dont ils sont traités. Et de la même manière, on pourrait dire, c'est pas non plus une manière de blâmer le travail des journalistes, parce que les journalistes qui bossent là-dessus, ils essayent pied à pied, ils sont en général dominés eux-mêmes ou elles-mêmes dans leur rédaction, ils essayent de faire passer des trucs qui n'ont pas forcément l'aval de la chefferie éditoriale à laquelle ils sont ou elles sont soumises, etc. Donc c'est aussi des micro-rapports de force qui se jouent partout, et donc en général les gens qui essayent de rendre ça public font des efforts tout à fait importants. Mais disons que si on n'a pas le nez dedans, on s'en rend pas compte, quoi. Voilà. On va prendre 2 dernières questions courtes et puis on se permettra de garder pour nous le micro et conclure la séance. C'est OK pour vous? Pour vous deux? Ouais, c'est bon?
Merci, bonsoir. J'ai une question qui témoigne d'une sorte de curiosité malsaine pour les responsables directs du désastre. On parle assez peu finalement des carriers. J'aimerais savoir s'il y a un profil type de carrier aujourd'hui et s'il y en a eu un particulier justement à ce tournant des années 60 avec le plan 4, le plan autoroutier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a basculé? En fait, j'aimerais savoir si, parce qu'on parle beaucoup de local, s'il y a vraiment un ancrage local de ces carriers aujourd'hui. Et sinon, quel est ce type d'ancrage? Est-ce qu'on a affaire que à des multinationales ou des grandes sociétés? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Audrey Dupont-Camara. Je viens de finir une thèse qui s'appelle Déchets du BTP et économie circulaire. L'idée, c'était de saisir la matérialisation en fait du discours politique en fait autour de ces enjeux-là. Et je voulais juste témoigner du fait que et de faire ma propre pub en fait pour ma thèse, parce qui essaye tant bien que mal de resociabiliser la question des flux en travaillant en fait sur l'idée de circulation immatérielle. Comment en fait les acteurs, différents acteurs, que ce soit des acteurs associatifs jusqu'au monde politique, comment tous ces acteurs-là se sont appropriés à leur manière la question des déchets du BTP. C'était juste voilà, pour faire une intervention là-dessus et qui donne des pistes en fait, plutôt méthodologiques sur comment en fait, on arrive à analyser tout ça et les manques aussi qu'il peut y avoir en termes d'analyse des jeux de pouvoir, parce qu'on ne peut pas non plus rentrer dans le détail de chaque item. En fait, ça donne une vision globale, mais ça peut pas. Mais il manquerait en fait la question des controverses. Voilà, c'était juste autopub. C'est bien, l'autopub, il faut en faire. Mais on en rediscute après. Alors, donc sur les profils des carrières, oui, je peux vous donner pas mal d'éléments. Donc, en fait, moi j'étais très naïf, j'avais aucune idée de mes acteurs en fait. Vraiment, quand j'enquête, après j'ai enquêté les années, donc au fur et à mesure je commence à les comprendre. Mais au début, je ne savais pas c'était quoi un carrier. Et d'ailleurs, moi je ne savais pas que c'était en rivière, tout court en fait. Au tout début, je veux dire, je vois qu'il y a une extraction de sable et de gravier. Bon. Et ce qui m'a frappé, je me rappelle d'un chiffre, et c'est là que j'ai commencé à cogiter, c'est que le plus grand carrier, qui a donc plusieurs carrières, la plus grande entreprise de carrier, en 1970, début des années 70, n'a que un peu moins de 3% de la production nationale. Alors que le plus grand cimentier a 40% de la production nationale, etc. Et ça, c'est le plus grand. Et puis après, en fait, je vois que, alors là, je ne pourrais plus donner le chiffre, mais il y a des milliers d'entreprises, alors qu'il y a des milliers de carrières. Donc en fait, chacun a 3, 4, 2, 3 entreprises, etc. Donc le caractère ordinaire est vraiment là aussi, quoi. Dans ces toutes petites PME qui font un petit profit, elles ont 3 salariés, 3 machines, et voilà. Mais ça a changé. Ça change au fur et à mesure. Il y a une concentration du secteur, on appelle ça en économie, et donc typiquement les multinationales vont commencer à avoir toute la chaîne en fait. Je peux prendre Lafarge, Vinci, Bouygues. Bouygues, ils n'ont peut-être pas de carrière. C'est à voir. Mais la plupart des grandes multinationales vont donc avoir et la carrière, et les usines à béton, et l'entreprise qui fait le revêtement, et les fondations, et les terrassements, et les camions, et l'autoroute à la fin, parce que Vinci a l'autoroute à la fin. Donc ça, ils ont vraiment toute la chaîne. Vinci a, et je peux nommer toutes les entreprises à chaque point. Et donc aujourd'hui, ça s'est concentré. Donc on a maintenant des acteurs qui ont 200 carrières. Et ça n'existait pas du tout avant. Donc encore une fois, cette thèse de l'extractivisme, il faut la réactualiser, la voir dans ses modalités historiques, etc. Et donc voilà, donc le profil a bien changé. À la louche, je dirais que Vinci et Lafarge ont chacun plus de 200 carrières sur les 4000 en France. Mais il reste j'ai rencontré dans beaucoup de... j'ai beaucoup voyagé là, et j'ai vu beaucoup encore de relativement petites carrières. Alors, petite avec beaucoup de guillemets, je veux dire, c'est pas minuscule du tout, mais comment dire, le voisin du coin qui a sa carrière, quoi. Là, on parlait tout à l'heure. Moi, je vis à Grenoble. Il y a une région là pas loin où justement il y a un projet routier sur lequel je suis allé plusieurs fois, et on sait très bien, il y a 2 carrières voisines.
Et donc et ils savent qui. Enfin, c'est là que c'est intéressant. Et c'est là que ça rentre aussi dans des difficultés de conflictualité, de conflictualiser la chose, parce que bon, il y a les amitiés, des liens de voisinage, etc., quoi. C'est pas toujours si évident. Il emploie quelqu'un de la famille ou des choses comme ça. Vous voyez, enfin, c'est des tout petits. Donc il y a encore quand même ces petits avec 4-5 guillemets carriers. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Alors, pour bien accomplir le coup de pub, il faudra que vous nous redisiez votre nom, et puis pour les éditeurs et éditrices qui sont dans la salle. Alors je vais compléter un coup de pub, mais sans aucun intérêt personnel, en passant du sable au ciment, puisqu'on est là, on peut se donner des petits conseils de lecture. À la fin, on donne des conseils de lecture, non? Alors il y a un livre de Justine Augier, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui s'appelle Personne morale, chez Actes Sud. Je vous conseille d'aller voir ça. Sans vous dévoiler, ça parle de Lafarge et de la Syrie. Et dans le contexte actuel, je peux vous dire que la lecture est assez, j'ose pas dire croustillante parce que c'est vraiment épouvantable, mais disons que ça prend un éclairage encore plus vif dans le contexte présent. Donc voilà, Personne morale. Merci beaucoup. Alors on va en quelques mots conclure puisqu'on arrive vers 8h. Donc un grand merci à tous les deux pour nous avoir fait chacun votre présentation qui en même temps s'articulait très bien et montrait les jeux d'échelle. Et je pense que c'est aussi intéressant, tous les deux, vous aviez à cœur de resociabiliser les flux, de remettre des questionnements qui sont SHS dans des rapports du PNU qui sont très SVT et de montrer cette importance de la perspective d'écologie politique, comme on le disait, donc de reparler de libre-échange, de capitalisme, qui sont souvent les éléphants dans la pièce. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui était important, puisque travailler sur la matérialité, ce n'est pas évacuer ces questions-là, mais au contraire montrer à quel point le capitalisme est matériel, ou la question des libre-échange pose des questions de matière forte. Et l'autre chose... et peut-être que ça, on ne l'a pas trop abordé, c'est qu'aussi, quand on parle de ces histoires de matière, d'extractivisme, il y a cette question aussi des sensibilités. On a passé un petit bout du court-métrage qui dure 16 minutes, Lost World, au début. C'est aussi les changements des paysages, et donc c'est aussi le vécu d'un certain nombre d'habitantes et d'habitants sur cette planète, ici ou ailleurs, qui voient leur paysage changer. On pense aussi à ces carrières, si elles sont plus au fond des rivières, qui attaquent les montagnes, et ça on les voit, et ça on ne va pas faire des bases de loisirs dans ces bouts de montagne mangés, en fait. Et donc ça c'est quelque chose qui est encore peu reconnu, il y a peu de poids, hein. Ce n'est pas des chiffres, on ne peut pas donner des chiffres, dire voilà, quel est ton pourcentage de sentiments de perte du paysage auquel tu es attaché. Et ça c'est aussi un des grands drames de la situation actuelle, c'est qu'on voudrait en faire un levier mais on n'a pas encore trouvé comment. Je passe la parole à Émilie. C'est juste un tout petit mot, puisque tu parlais, Adeline, de dimension sensible, et que effectivement on clôture cette séance, alors autant la finir agréablement. Et je pensais à la plage, qui n'est pas beaucoup apparue dans nos discussions, parce que c'est un peu l'expérience majoritaire en fait qu'on a du sable au quotidien, puisque assez peu parmi nous fréquentent assidûment les carrières. Et je crois, Grégory, que tu as abordé la plage dans plusieurs articles, notamment aux États-Unis. Est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur la manière dont tu traites la plage ? Je vais faire ça je vais prendre 50 minutes. Non. Alors, donc, je peux vous dire que je ne suis pas tout seul. Nous sommes plusieurs. Avec des collègues, y compris qui viennent de Californie et du Brésil, avec des configurations assez différentes. Même si c'est devenu des slogans creux et que ça fait partie de la novlangue managérialo-universitaire, c'est vraiment interdisciplinaire et international. Bon. Et qu'on saisit la plage pas du tout justement... Alors, on ne veut pas mettre de côté les sensibilités, bien au contraire, mais disons qu'on la saisit du côté des rapports de pouvoir, et donc on essaye de prendre le contre-pied de l'idée que la plage, ça serait forcément,
même si ça peut arriver, un espace pacifié dans lequel il n'y a quasiment pas de normes, etc. C'est au contraire d'essayer de les saisir comme des espaces régulés, normés, dans lesquels il y a des codes sociaux, des rapports de pouvoir, des inégalités, des formes de segmentation spatiale, des formes d'inégalités socio-économiques, du travail au noir, des masseuses et masseurs sur notre terrain varois qui font ça dans une zone grise, etc. Et de voir aussi qu'il y a tout un tas de règles, qu'il y a des concessions de plage, que c'est une économie tout à fait importante, mais en fait plus complexe à saisir qu'on pourrait le penser. Et donc c'est ça. Et surtout, le point central, c'est de se dire que tout ça, la question sociale et même le mot d'ordre apparemment évident de l'accès général aux plages, c'est là-dessus que travaillent nos collègues américains, comment élargir l'accès pour que la plage ne soit pas privatisée, ne soit pas entièrement marchandisée, que ce soit un espace libre d'accès à toutes et à tous, etc. Comment ce mot d'ordre qui devrait être consensuel n'ait pas posé problème et ne nous posait pas problème avant, on était accès public contre les nouvelles le nouveau mouvement d'enclosure du littoral, etc., est percuté de fait par des enjeux environnementaux qui font que les plages sont des espaces qui rétrécissent, qui peuvent éventuellement pâtir d'usages un peu incontrôlés. Et donc, qu'est-ce que c'est que des rapports de pouvoir qui risquent de s'exacerber sur un territoire qui s'amenuise et donc qui va susciter des formes de compétition ou de rivalité sans doute de plus en plus exacerbées, avec un peu l'idée derrière que la plage, en fait, ça pourrait bien devenir un lieu de la lutte des classes au XXIe siècle, tout à fait central, avec des formes d'accaparement extrêmement importantes. Donc, en fait, la Californie, évidemment, c'est gigantesque, donc c'est des cas très vastes, mais je commence à être long là déjà. Disons qu'on essaye de couvrir, si vous voulez, aussi bien des formes d'accaparement résidentiel que des formes d'accaparement commercial de type hôtelier. Donc ça va du milliardaire qui ferme l'accès à une plage parce qu'il y a acheté une propriété, à des hôtels qui de fait créent des formes de plages privées, même si elles sont illégales, parce qu'ils occupent l'espace de cette façon-là. Voilà, pardon. Il ne faut pas me lancer sur la plage, hein, forcément. Et juste un dernier mot pour clore. Mais moi, je trouvais que l'intervention de Grégory Sall, elle s'intégrait beaucoup dans une lignée de la political ecology un peu anglo-saxonne, à déconstruire des grands récits sur la désertification du Sahel, sur je ne sais quoi, et à montrer justement tous les biais de cadrage. À l'inverse, la proposition de Nelo Magalhães, elle s'inspire plus de la ecologia politica latino-américaine, avec ce terme d'extractivisme qui vient de milieux militants et scientifiques et de cette conjonction entre les deux. Alors moi, je suis toujours un peu gêné par l'emploi de ce terme ici, parce qu'évidemment, les terrains Minas Gerais où travaille notre collègue Héloïse, etc., c'est des ordres de grandeur qui sont différents, financiers, de surface. Le recours à la force policière, paramilitaire, etc., est sans commune mesure avec ce qui se passe ici. Néanmoins, comme tu le dis très bien dans ton bouquin, Nello, cette idée d'extractivisme, elle permet de connecter les sources et les exutoires, et à l'inverse, les sources des déchets et les exutoires des déchets, et de faire ce tour un peu de la question et de sortir d'une approche strictement environnementaliste de je m'oppose à une carrière parce qu'elle détruit ou elle dégrade tel écosystème. Et toi, tu expliques très bien dans ton bouquin que c'est beaucoup plus opérant et beaucoup plus efficace politiquement d'avoir cette requalification-là des enjeux. Donc, moi, j'aimerais beaucoup, lors du colloque des Atécopoles, qu'on fasse un atelier, un événement spécifiquement sur cette question-là, de l'extraction de granulats, avec des scientifiques et des collectifs militants. Donc, c'est une invitation à ceux qui veulent y participer, Audrey peut-être, Nello ou d'autres, à venir me voir là tout de suite, de façon à ce qu'on mette ça en place à horizon de juillet. Je peux dire un tout dernier truc pour fixer aussi géographiquement un point de tension. Bon ben, tu parlais de la Californie. L'endroit où ça a brûlé, là, Pacific Palisades, notamment autour de là, vous regardez des images, qu'est-ce qui coince? C'est qu'en fait là, il y a plein d'endroits, il ne faudrait pas reconstruire. Pas où c'est beaucoup trop près du rivage. Beaucoup trop près. Si on reconstruit là, il n'y a plus de plage dans un demi-siècle, c'est terminé. Et donc ça coince. Et ça coince à l'intérieur des progressistes américains. Et il y a un vrai point de tension là-dedans. Donc voilà,
Il y a des enjeux qui fâchent ici, par exemple. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Merci pour vos questions.